Hello, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening for all the participants online. It's a pleasure to welcome you to this World Rehabilitation Alliance ISPRM session about strengthening rehabilitation in Africa. It's a pleasure to moderate this session with my colleague, Professor Iman Miri from Tunisia. She is a professor at the Faculty of Medicine in Tunis. Thank you, Dr. Abdelrazak Hajawi. Welcome all of you. I'm very happy to be here. Je suis très heureuse d'être ici et de modérer cette session avec professeur Abdelrazak Hajawi du Maroc, membre très actif de l'Alliance mondiale de réhabilitation, de l'ISPRM et également de la MENACI. Et à cette occasion, j'espère qu'on aura le temps de bien échanger sur comment promouvoir la réhabilitation en Afrique. So this session will have as objective to examine how rehabilitation is being integrated within health systems across Africa, drawing on country experiences to identify lessons, challenges, and opportunities. So for that, we organized this session in 5 parts. First one, it will be about presentation about regional context from WHO AFRO, presenting overview of rehabilitation burden and universal health coverage integration. The second presentation will be about the role of World Rehabilitation Alliance in advocating for strengthening rehabilitation in health systems. The third presentations will be about the country case studies from Benin, from Burundi, from Tanzania, and we will listen to their success stories. And we will also have a panel discussion from Cameroon, from Algeria, from Niger, and from Benin, and we will finish with the next steps and recommendations. Alors, cette session va s'articuler autour de 5 grands items. Le premier, ce serait autour de les expériences par rapport la réhabilitation dans les régions, les différentes régions. Après, il y aura un partage avec les intervenants de l'Alliance mondiale de réhabilitation en tant que renforçateur de ce système. Puis après, on va avoir des échanges autour des success stories, comme l'a dit le professeur Hajawi. J'espère que la discussion sera aussi riche que les autres sessions et posera aussi par la présence aussi bien de nos amis qui ne seront pas forcément dans les country case, mais ils seront là pour échanger, que ce soit Cameroun, Algérie, les Tunisiens, etc. Et puis, la dernière étape, j'espère que ce sera surtout pour sortir avec des recommandations et qui nous pourront être justement généralisées et chacun de nous apportera sa pièce dans l'édifice. Why we should talk about strengthening rehabilitation through the health system in Africa? Because now we are talking about 2.6 billion people globally living with a condition that benefits from rehabilitation, and more than 80% of rehabilitation need concentrated in low and middle income countries. So we are interested by developing rehabilitation in our health system, and also the growing global burden of disease, NCDs, road accidents, and infection, and the others. So we have many opportunities now. First of this opportunity is the World Rehabilitation, the World Health Organization Rehabilitation 2030 initiative, with the global call to action to strengthen rehabilitation in the health system. The great and historic
resolution of the World Health Assembly in 2023 for integration of rehabilitation in health systems, the WHO Africa Regional Resolution about integration of rehabilitation in health system, and the WHO Africa Regional Rehabilitation Strategy 2025. Of course, in Africa, we have many barriers to improve and strengthen rehabilitation in health system, like shortage of workforce, insufficient infrastructure and equipment, and access to assistive technology, limited financing, and geographic accessibility and equity gaps. Alors, pourquoi s'intéresser à la réhabilitation maintenant? La réhabilitation, pourquoi? Parce que déjà en voyant le nombre de personnes qui sont en situation de handicap ou de déficience, donc un nombre partout dans le monde. Pourquoi? Parce que également ces personnes-là, plus de 80%, ils nécessiteront ou nécessiteront de la réhabilitation. Et puis parce qu'il y a une augmentation considérable, et ça nous le vivons tous autant que nous sommes, ce qu'on appelle les disability diseases, avec les maladies chroniques qui progressent, que ce soit les pathologies neurodégénératives, le diabète, l'HTA. C'est des situations qui sont au quotidien. Alors, il y a des choses qui ont été déjà faites et sur lesquelles on peut tout à fait s'appuyer pour justement conduire cette réflexion autour de la réhabilitation en Afrique. Il y a bien sûr le programme de l'OMS de 2030 où plusieurs pays africains se sont également engagés. Il y a aussi l'intérêt et le succès du sommet qui s'est réalisé en 2023 grâce aussi à l'engagement de l'Alliance mondiale. L'OMS donc régionale en 2025 et la mise en place des réflexions de stratégie autour de l'Alliance de réhabilitation en 2025. Bien sûr qu'il y a beaucoup de barrières et c'est à nous justement maintenant de réfléchir dessus, de partager nos expériences et les réussites et les difficultés des uns et des autres vont nous permettre d'avancer. The goal from this session to move from availability of strategies, plans and laws to adaptability of and access to rehabilitation services. We can say that many countries, they have already national policies and legislative commitment, experience of rehabilitation services or facilities, presence of workforce cadre in the system. And we need to improve the situation to good adaptability with functioning effectively across different health contexts, integrated into primary health care, emergencies, and task sharing, coordination, and monitoring in place. Alors justement, par rapport à le vécu dans les différents pays qui sont plus ou moins différents, il y en a certains qui ont bien évolué en termes de, que ce soit par rapport à certaines législations, la mise en place de programmes de prise en charge. Il y a certains services qui déjà existent de réhabilitation et il y en a certains systèmes qui ont avancé sur les cadres et les programmes nationaux concernant certaines déficiences. Il y en a certains qui ont bien avancé, d'autres qui, j'espère, profiteront de cette session pour progresser ensemble. Of course, we have many strengths and many weaknesses that we need to manage with good strategies and actions. We have a lack of rehabilitation governance, and we need to improve the integration of rehabilitation in the universal health coverage planning. We need to manage the shortage of the workforce and to improve the quality of the workforce, quality of education of the workforce. We need to improve our health information systems with a lack of data from Africa, from low and middle income countries. Even we have more than 80% of people
who are in the need of rehabilitation, and of course, to find solution for financing rehabilitation interventions in Africa. Effectivement, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va s'appuyer, en plus des échanges sur les réussites de certains nombres de choses. Il y a aussi les barrières et les éléments à promouvoir justement à l'occasion de cette session, en termes de gouvernance et des programmes à mettre en place. Je pense que, et ça se répète dans beaucoup de nos manifestations, c'est le manque de data et les critères épidémiologiques sur lesquels c'est des éléments qui sont importants pour pouvoir challenger nos décideurs politiques pour financer les programmes nationaux et également pour travailler sur les alliances pour permettre justement de tisser un network africain pour des data, mais aussi pour des prises en charge qui soient conformes aux recommandations internationales. So the first part of this session, we are pleased to invite Chiara Ritis, Technical Officer, Disability and Rehabilitation from WHO AFRO, to talk about the vision of WHO AFRO to strengthen rehabilitation in African health systems. And we will also listen to the Dr. Nukba Zia, Chair of the Primary Care Work Stream of the World Rehabilitation Alliance. She will talk about the role of World Rehabilitation Alliance in the promotion and strengthening rehabilitation across African health system. On aura aussi le plaisir de l'intervention de Monsieur Alexandre Faton par rapport. Ah, ok. Donc, j'ai sauté sur le. Donc, on aura le plaisir, excusez-moi, de présenter et d'introduire Madame Chiara Ritis, qui nous parlera justement, qui représentera l'Alliance mondiale, qui travaille sur les programmes de réhabilitation et de disability au sein de l'OMS, ainsi que le docteur Nukba Zia, qui également de la World Rehabilitation Alliance, du Pakistan. Et comme as country case studies, we can listen to the experience from Benin about health information systems. From Tanzania, we can listen to their experience in rehabilitation strategy plan. And in Burundi, we can listen to their experience in development of rehabilitation workforce. And we will also have a panel discussion from Algeria, from Benin, from Cameroon, from Niger. So, donc, par rapport aux interventions et les expériences, on aura l'expérience de la Tanzanie sur les plans stratégiques de réhabilitation. On aura également la présentation du Burundi par rapport aux événements de réhabilitation et la workforce sur le plan africain. Mais également, on aura l'intervention du Bénin ainsi que nos amis de l'Algérie, de la Tanzanie, du Cameroun, du Bénin, du Niger, donc tous autant qu'ils sont, ils permettront donc d'échanger pour par la suite passer à la discussion. So we can start by the first speaker, Chiara Ritis from WHO AFRO. Chiara, the floor is yours. Thank you, Abdelrazak. Thank you. Can you confirm you can hear me? Yes. Thank you. So I'm very happy to be here with you today. And greetings from the WHO Regional Office for Africa from Brazzaville. My presentation is a very brief overview that complements what Dr. Abdelrazak has just shared about
while setting the scene. So we will look at rehabilitation needs, the progress of integration of rehabilitation services into health systems in the African region, and then the current priorities and a little bit more of details about the regional strategy. So when we look at the rehabilitation needs, what is really remarkable is the dramatic increase in the number of years lived with functional limitation and disability since the past decades, basically. We know that the major contributor to this increase of conditions that lead to functional limitations and disabilities are non-communicable diseases and chronic diseases in the region. Of course, in the region, we still have significant contributions of impairments due to communicable diseases and injuries. So the rehabilitation need estimator tells us that at least 1 out of 5 people living in Africa today might need rehabilitation at any point of their life because of any health condition. I'm moving to the next slide. So Abdelrazak has already mentioned about the limits and the weaknesses of rehabilitation systems in the region. Let me just highlight the fact that if we look at the different pillars of the health system in general, what we see is that even if there are strategies, and many countries in the African region do have a national strategy for rehabilitation. So despite the existence of strategies, these are often not integrated into national health sector plans and budgets. With the consequences are that currently there is generally underfunding around rehabilitation, low coverage of services, low equipment and infrastructure, including assisted technology. Every time we talk about rehabilitation, we do mean also the clinical provision of assisted technology, assisted devices. And the region has the lowest rehabilitation workforce density compared to other regions. So we know about the limitation, but let me know, and the needs, but let me maybe say more about the current status of integration of services into health systems. On the left of the slide, you see that the countries in green are the ones that so far, since the last few years, have been engaging with the WHO to strengthen rehabilitation. So they have been engaging formally, requiring technical assistance to work on the rehabilitation system. Countries in yellow are the ones who have requested, so are in the process of requesting formally technical assistance. I'm saying that because that's a functioning modality of the WHO when dealing with member states requesting technical assistance. So this means that overall, more than half of the 47 countries in the AFRO, WHO AFRO region have been engaging or are going to engage to strengthen rehabilitation. This is very encouraging. When we look at the actual integration, as I mentioned earlier,
we have seen that even though there's a significant number of countries with a national strategy, with dedicated focal points at the Ministry of Health for rehabilitation, actually the allocation of resources is quite low, and we haven't seen an increase in public expenditure, a significant increase in public expenditure on rehabilitation, in particular domestic resource mobilization. There are 8 countries who are going to or set up system to integrate rehabilitation indicators into the National Health Management Information System. This is also encouraging, even if it looks very low, but of course we are looking at scaling this because the lack of data, it's really a barrier to progress. I can see in the chat that the slides, you cannot see the slides. Can you confirm that you can see the slides? Sorry. Yes, they're visible. They're visible? Okay. The slides will be shared later, I think. What I wanted to highlight from this slide is that, for example, there are very few countries who have integrated rehabilitation into their essential packages of care. And there are no countries, as far as we know, that have integrated, for example, rehab and assisted products in emergency and preparedness and response plans, national plans. Even if there are several initiatives, but the actual integration, we don't see it yet. I want really to take the opportunity to say that any intervention in rehabilitation in support of countries from WHO perspective happens in collaboration with a wide range of partners. Here you have some of the partners that have been engaging with the WHO. Of course, there are professional organizations or associations, including ISPRM, and universities in the region. So all the activities done together we are referring to really advocacy, communication, and implementation of packages, of technical packages. Now, moving forward, let's also talk a bit about the regional strategy to strengthen rehabilitation in health system. This is a 10-year strategy that was adopted in 2025 by the African countries. So the ministries of health of the African region adopted this strategy, 10-year strategy. That was the very first regional strategy in the world following the rehabilitation resolution. I remind you that there is no global strategy for rehabilitation. There is a Rehabilitation 2030 global initiative that a call for action, but there is for now no global rehabilitation strategy for rehabilitation. But we do have the regional ones, and they are important because they can really put pressure on ministries of health to reach certain targets. And these are the targets of the strategy. And the reason why these targets were chosen are because they are very significant to increase universal health coverage. So the one target is around increasing the presence of rehabilitation in the primary health care. Here we refer to the basic package of intervention, but what it means is rehabilitation into primary health care to reach, to strengthen accessibility. And the second target is around allocation of funds, allocation of domestic funds to rehabilitation. What the foundation of this strategy really, they refer to rehabilitation as essential component
for population health across the continuum of care throughout the life course, so considering developmental, aging, and the older people, so throughout the life course, for any disease or condition that might lead to an impairment, including emergencies. And when we talk about rehabilitation, we really talk about all those interventions and professional, the wide range of professional profiles that are engaged in rehabilitation. The strategy, you can see here the priority interventions. They mirror basically the pillars of the health system. Why is that? Because to advance rehabilitation, we really need to have a systemic approach, look at all the pillars, and work in parallel and in an integrated way to strengthen each one of these pillars. So policies, integration in all levels of care, of services, generation of information, financing, workforce development, and also integration of rehab into emergency preparedness and response. Just to clarify what this strategy means is that the strategy has been designed in consultation with international organizations active in rehabilitation, with countries, and it has been supported by member states and by a wide range of international organizations that you see here. They include both rehabilitation specific organizations, but also non-specific organizations to rehabilitation that remind us the importance of working in a very horizontal way with big health programs where rehab can be integrated. So the tools to implement this strategy are technical packages that were developed by WHO that are available, that have been implemented in the region. Here, I just want to say that there is a new publication on tracking rehabilitation expenditures that is a great guidance for also non-rehabilitation actors to really understand how rehabilitation, what rehabilitation is basically within the health system, what is its scope by each level. So it's a new guidance that is available and that can really help move forward from the financial aspects of allocation of budgets to expand rehab services. All these tools that are available and have been, as we said, used, implemented also in many countries in the region. Now I'm concluding by saying that if we want to reach universal health coverage for rehabilitation, these are the two big priorities for this year and the next year. Is to the publication of the WHO basic package of interventions for rehabilitation to help strengthen the capacity of primary healthcare workers through task sharing on rehabilitation. Let me also say that this package cannot be implemented as a standalone package and really requires a systemic approach, meaning we still need to work on rehabilitation professional workers. We still need to work on development of referral pathways and rehab at all levels of care. But this is a focus on primary health care. And then we, in the pipeline, there is the first global report for rehabilitation in the health system,
the data collection following using this set of global indicators is going to start this year, and hopefully there will be a report in 2027, the very first report on rehabilitation. So with this, I conclude, and thank you for your attention. You have a lot to summarize, Abdelrazak. Thank you, Chiara, for your presentation. And I give the micro to my colleague for a summary in French. Thank you very much for this good presentation. Je vais faire un petit résumé très rapide des principaux points qui ont été avancés par Madame Chiara. Donc, au début, l'intérêt par rapport aux stratégies régionales de l'OMS dans le cadre de la réhabilitation, parce qu'il y a un besoin réel de réhabilitation, comme ça a été dit, par rapport à l'augmentation des maladies chroniques, mais également parce que aussi le besoin en Afrique reste aussi un taux important de pathologies aussi acquises et post-traumatiques. Les besoins sont vraiment en nette augmentation. Une personne sur 5 a besoin de réhabilitation. Plusieurs éléments ont été révélés par rapport aux limites et aux faiblesses justement et les barrières que nous vivons en termes de gouvernance, en termes de financement, l'accès à la technologie, mais également un grand besoin par rapport à la formation des professionnels de santé et les systèmes d'information. Il y a eu, après une présentation de la cartographie de l'Afrique par rapport à l'engagement des pays dans le programme de 2030, les résultats sont assez encourageants. Il y a 19 pays qui sont quand même bien engagés, d'autres qui sont en voie d'engagement pour ce programme. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y en a déjà 8 pays qui vont intégrer dans le système de santé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, sachant que ces pays donc, ont le support de l'OMS, mais pas uniquement, les associations, incluant également des sociétés internationales comme l'ISPRM, avec plusieurs activités qui ont été soit de support technique, de formation et d'information. Alors, les stratégies donc, qui vont être développées d'ici 2035, c'est le challenge, c'est que la réhabilitation soit parmi les systèmes intégrés dans les systèmes de santé. Ça va donc par rapport aux besoins en termes de problèmes développementaux, et donc vous voyez un petit peu le suivi jusqu'à suivi âgé. Mais également par rapport aux différentes pathologies chroniques et surtout par rapport aux intervenants et la multidisciplinarité avec surtout les professionnels de santé qu'on doit pouvoir former. Donc, il y a des priorités par rapport à ça qui ont été visées, notamment la mise à niveau des programmes de prise en charge, le développement de la réhabilitation et puis un grand challenge par rapport au financement. Il y a des stratégies qui déjà ont été mises en place, supportées par des instances nationales, gouvernementales, mais aussi non gouvernementales, œuvrant dans le domaine du handicap, mais pas que. Et donc, je pense que ça, c'est aussi des ressources à essayer de développer avec une mise en place et une identification du packaging nécessaire pour le montage justement de ces programmes-là. Thank you, Iman. So the next speaker is Dr. Nukbazia, the chair of the primary healthcare workforce in the World Rehabilitation Alliance. She will talk about the role of World Rehabilitation Alliance in the development and strengthening rehabilitation worldwide. Nukba, thank you for your involvement in the session and coordination of the session. The floor is yours. Thank you so much, Professor Abdelrazak, for the opportunity and to the conference organizers. Before I begin, can you confirm if you can hear me properly and if you can also see the slides? Yes, please. Merci. Great. Thank you. Thank you.
Good evening, good morning, good afternoon, because we have hybrid meeting and folks are joining from all across the globe. Thank you so much for the opportunity and to all of you who are there in person and also to colleagues who are joining online. This is a very critical point in time because we are looking at the rapid changes across the globe in terms of the provision of services, and rehabilitation has to remain as a priority within these areas of work. How that is happening is what I'm going to share with you and situate that within what's happening within the Africa region. We have talked about these statistics at the global level as well as at the regional level. If we look around ourselves, we have 1 in 3 people globally and 1 in 5 people in the Africa region who need rehabilitation. I want you to think about these numbers, that these are not just numbers, but people and their families and the society in general that get impacted if we don't address the rehabilitation need. So the problem now is not that we don't know what the need is. We know that 1 in 3 people need rehabilitation globally. We know that in the Africa region, 1 in 5 people need rehabilitation. But the problem is around access. And the access is not just physical space where you need to go and present and show yourself to a doctor, but it's also geographical access. Many people who need rehabilitation are living in areas where geographical access is limited. In addition to that, financial access is a problem because rehabilitation is not part of many financial packages, and people end up paying really high costs out of pocket to cover for their expenses. So let these numbers sink in and think about, why it's important to look at access from all these different dimensions. Now, the presentation that Chiara Retis has made, it's very clearly indicating that the global momentum around rehabilitation has really picked up a space. Of the 40 plus countries in the region, there are 16 countries that already have a strategy in place. There are global commitments that are really organizing themselves to understand the value of rehabilitation, and they're focusing on strengthening health systems for rehabilitation service delivery. So there's no lack of policies or strategies or global commitments. But what's missing right now is how do you put these policies, these strategies, these commitments into practice? How do you implement and where do you start? And that missing part is what we are here for today. We have been able to convene a group of colleagues who are going to share their country level experiences. And those experiences are very critical because they help address how you improve access, how the systems can be strengthened, and how we can measure those outcomes, not only at individual level or population level, but really how the system can be strengthened. So the challenge no longer is that we don't have policies. The challenge now is that we need to ensure that those policies are being translated into practice. World Rehabilitation Alliance, which I'm representing today, is a WHO-hosted group of organizations. There are 100 plus member organizations in the alliance who are all committed to ensuring that rehabilitation is at the forefront of other services alongside prevention, treatment, and palliative care. Our mandate is to connect the policy, practice, and partners so that we are not working in silos. We are working together to ensure that we are engaging with the entities that are able to help move this agenda forward. So what we do is to convene in various manners, just like the session here today, to bring together various stakeholders, including governments, practitioners, and various partners, so that there is a shared rehabilitation agenda, not only at the global level, but also at the regional, national, subnational level. We are really focused on advocating for this change. And how we are bringing about that is by talking to the countries and seeing what is it that they are doing once they have policies in place, how the implementation is happening, what are the lessons that they're learning. And we hope that today's session is also going to help bring us and highlight some of the challenges and facilitators that countries are facing as they implement the various practices and interventions around rehabilitation. And that implementation is very critical because there are many, many examples where countries may have a policy in place, but they don't know how to start. So to be able to understand how the implementation can happen, what are the ways in which they can bring those into practices is what we are aiming to do through the World Rehabilitation Alliance.
A quick example that I can give you of one of the areas of focus that we're working on is to integrate rehabilitation measurement, and that's being done through functioning, to introduce this as a third dimension of population health alongside mortality and morbidity. We know that many countries report on the morbidity and the mortality data, and alongside functioning, we'll be able to give a more comprehensive understanding of the local population needs as well as the performance of the system. And this measurement is very critical because this then translates into the kind of investments that are needed, the kind of resources, both financial and non-financial resources, that are needed by the countries to invest in integrating rehabilitation within their healthcare systems. Chiara had talked about universal health coverage, which is a very critical juncture that we need to think about. And we really hope that through the WRA platform, we're able to generate these learnings and evidences to support these high-level opportunities that are likely to integrate and really bring forth the agenda around rehabilitation integration. So one of the interventions that I want to talk about is primary care. We know that primary care has gone through a tremendous amount of change, and we want to really think about this as a delivery platform for rehabilitation and to integrate rehabilitation into health systems. Why it's important? There are three critical reasons that I want to share. Number one, primary care is closer to communities. All of us have access to primary care services. And this really helps reduce the geographical and the financial access that I talked about a little bit. Continuity of care is very critical as well. We need to think about rehabilitation as a service alongside other services that are part of the universal health coverage package. That is prevention, promotion, palliative care, and treatment and management. We cannot separate rehabilitation from these services because we are not trying to create silos. We are trying to embed and integrate rehabilitation into existing system, into existing care pathways. Thirdly, rehabilitation can be then scaled to populations if they are available at the primary care level, because not everyone can afford to go to specialty care. Plus, it also prevents the misdiagnosis or people who fall through the cracks and are not able to seek rehabilitation services in a timely manner. So integrating at the primary care level is one of the critical points that we need to consider. And hopefully in today's conversation, we'll hear some more examples around how this is being done. Why all this matters? Because there's a cost associated with it. Globally, 63% of the change in rehabilitation need has taken place since 1990. And this results in higher costs of managing patients or who need rehabilitation. They may have worse outcomes of health, as a result of which they're impacted not only as individuals, but also their families and society in general gets impacted. So primary care is really the most effective and cost-efficient solution that can help address these inequitable access that I talked about, geographical, financial access. It can also help bring these services to people who are otherwise marginalized. And as a result of that, they are not able to get timely diagnosis and referral, and thus their condition tends to worsen over a period of time. Missing out on these early interventions then lead to delayed complications. So things that could have been prevented are not prevented. And as a result of that, it's a burden on the system as well as the patient and their caregivers. And this pressure on the system then diverts the attention on from the patients who need the care to the patients who could have sought that care if primary care systems had integrated rehabilitation. So I really want you to, the takeaway from this slide is that there's cost associated with all these delays. And we have a great opportunity in the shape of universal health coverage, in the shape of the political commitments, to really think about how we can bring rehab into primary care systems. Chiara had mentioned about a technical resource, which is the basic package of interventions, which is a great resource to look at training the primary healthcare workforce and to support and strengthen their ability to implement, to be trained on rehabilitation, but also to implement that as a strategy within the primary care systems. So as I said, we have a lot of political commitments. There's no shortage of that. But the focus now has to be that what are the action areas that we need to focus on? What are the system levers that we need to think about?
Chiara mentioned that 16 countries have a policy in place. There are only 8 countries that have a universal health package that integrate rehabilitation into primary care. And I'm really glad to hear that this is one of the targets that we need, that the region is focusing on, that 60% of the countries have to have rehabilitation as an essential service as part of their universal health coverage program. The second key point that was also mentioned in Chiara's presentation was training the workforce, which is the primary care providers can be trained. So this is a task shifting, task sharing model that can be considered, which is a training investment, right? A lot of primary care providers get different kind of CME trainings, and these rehabilitation trainings can be added as part of those structures. So we're not creating a different workforce, we are not creating a different silo, but training what we have in our systems. It is also critical to have an approach which is multidisciplinary, where we connect the primary care providers with the rehab professionals. And there are examples from Chile, Georgia, and the Philippines that have documented this model of care. And fourthly, investment in the health information system. Chiara had mentioned that there are 8 countries that have taken that commitment. So let's think about how this commitment can go beyond those 8 countries to reach the level that is needed so that there's data available, because what gets measured gets implemented and financed. So with this, I look forward to the session today to hear from our country partners, to think about, to see how they have translated their political commitment, their policy commitments to implementation. It's very important that rehabilitation is provided to people where they need it, when they need it, without any delay in access. Thank you so much. Thank you, Nokba, for your presentation. And we will listen with Iman to the summary in French. Très rapidement, on remercie Zia pour cette présentation qui vient rejoindre ce qui a été présenté tout à l'heure. Justement, pourquoi renforcer la réhabilitation en Afrique? Parce que comme ça a été dit, c'est par rapport aux besoins et le problème d'accès aux soins, qui soit par rapport aux difficultés géographiques, l'éloignement, et aussi par rapport aux besoins et aux problèmes financiers, où très souvent la rééducation et la réhabilitation, c'est sur la caisse des personnes. Ce qui est existant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de politiques de santé, de stratégies, certaines expériences qui sont là, mais qui ne sont pas forcément appliquées sur le plan pratique. Et toute la question, c'est comment implémenter ces recommandations. Oh, we can't hear you. Professor, we can't hear you. Il faudrait avoir des données qui sont plus probantes, avec surtout, le plus intéressant, c'est de déterminer les réels besoins de chaque population et de chaque pays. Donc, il y a tout un plan qu'il est important. Je pense que la première chose à faire, c'est surtout l'implémentation et le travail sur les systèmes de santé et la santé de base qui va permettre de répondre à la question déjà de l'éloignement géographique, puisqu'elle va pouvoir offrir donc les soins nécessaires pour la population qui est proche, qui évitera donc de se déplacer avec le coût de financement. La question aussi de la continuité des soins, et donc l'intégrer dans les systèmes de santé primaire permettra aussi de garantir un minimum de continuité de soins, d'assurer donc des infrastructures pour pouvoir justement assurer ce genre de prise en charge. Et effectivement, je pense que le dernier point qui est très important, et ça c'est un travail sur lequel on devrait réfléchir, c'est un petit peu à chaque fois inclure ces systèmes de packaging qui ont été highlightés par la World Rehabilitation Alliance. La deuxième chose, c'est la formation des professionnels, et ça c'est pas autant, parce qu'il y a tous le problème de
professionnels disponibles, mais en tout cas, déjà former ceux qui sont sur le terrain permettra d'apporter des soins qui sont adaptés et puis surtout développer les modèles d'équipe multidisciplinaires pour garantir une équité de soins, une accessibilité aux soins. Thank you, Iman. Now we move to the country cases. We listen to 3 countries from Africa. From Benin, we listen to Dr. Faton Alexander from Ministry of Health in Benin. Merci. Bonsoir, chers toutes, chers tous, chers amis de la médecine physique et de réadaptation qui est en ligne et chers partenaires, bonsoir. Il me revient l'honneur de faire cette présentation avec Dr. Toyon sur l'intégration des données de la réadaptation dans le système national d'information et de gestion sanitaire au Bénin. Notre objectif, c'est donc de partager notre expérience en matière d'intégration des indicateurs de l'OMS dans le système national d'information sanitaire et de faire quelques recommandations aux pays qui souhaitent se lancer dans cette aventure, cette belle aventure. Nous allons donc faire cette présentation tout au long de ce plan que nous affichons à l'écran. Il faut dire que l'introduction de la réadaptation au Bénin remonte aux années 62 avec le Centre national hospitalier universitaire, où il n'y avait que 2 kinésithérapeutes. Et il va falloir attendre les années 94 pour que le premier médecin MPR soit affecté au CNHU, en l'occurrence notre maître, le professeur Padono Toussaint. Et grâce donc à son engagement et à la collaboration entre le Bénin et la Belgique, nous avons obtenu finalement l'ouverture de l'école supérieure de kinésithérapie au cours de l'année académique 2000-2001. Et ensuite, depuis 2017, le Bénin a ouvert son DES de médecine physique et de réadaptation. Au jour d'aujourd'hui, le Bénin dispose de moins de 300 kinésithérapeutes, d'une quinzaine d'orthophonistes, d'une dizaine d'orthoprothésistes et d'une douzaine de médecins de médecine physique et de réadaptation. Et c'est avec donc ces ressources humaines que nous essayons de mettre en œuvre notre politique de réadaptation au Bénin. Il faut dire donc pour la mise en œuvre de cette politique de réadaptation, en 2019, le Bénin a réalisé, s'est engagé dans la mise en œuvre pratique de l'initiative Réadaptation 2030. Et donc, nous avons réalisé notre enquête STAS, ce qui nous a permis donc de faire le diagnostic et d'élaborer le plan quinquennal de la réadaptation 2023-2027 qui a été validé en 2022. Et ce plan prévoit également les mécanismes de suivi et d'évaluation y afférents. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc à la phase de mise en œuvre et cette mise en œuvre est assurée par le service de médecine physique et de réadaptation que j'ai l'honneur de diriger à la Direction générale de médecine hospitalière des explorations diagnostiques du ministère de la Santé. Et il faut préciser également que le but final de ce plan quinquennal qui est l'accessibilité, la disponibilité des soins de réadaptation de qualité rentre bien dans la vision du plan national de développement sanitaire que je vais paraphraser en disant qu'en 2023, le Bénin devrait disposer d'un système de santé régulé, résilient, basé sur la disponibilité de soins de santé promotionnels, préventifs, curatifs,
réadaptatifs et tout ce qu'il faut. Ce qui est important pour moi, c'est le fait que les soins réadaptatifs y soient intégrés. Et donc, dans ce plan quinquennal, nous avons identifié 6 axes stratégiques essentiellement. Et la stratégie qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est la stratégie numéro 5 qui concerne la promotion des systèmes d'information sanitaire en réadaptation. Et le but final donc de cet axe, c'est de rendre disponible une base solide de données fiables en matière de réadaptation pour permettre de prendre des décisions avisées. Et pour y arriver, il faut dire donc que la diapo ne s'affiche pas là-bas. OK, c'est bon. Il faut dire que le Bénin, le ministère de la Santé est donc entré en contact, en discussion avec l'OMS et Handicap International au Bénin pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan quinquennal. Et donc, dans l'activité dont nous parlons ce jour, une requête officielle a été adressée par le ministre de la Santé à l'OMS pour son accompagnement technique. Et Handicap International était donc disposé à nous accompagner pour la mise en œuvre à travers un fonds d'Enabel à travers donc un projet dénommé RADA que le Handicap International met en œuvre au Bénin et en République démocratique du Congo. Et donc, c'est grâce à ce financement-là que nous avons démarré ce processus d'intégration des données de la réadaptation dans notre système d'information sanitaire. Et donc, ce processus s'est déroulé en une dizaine d'étapes. La première étape a été une évaluation rapide de la capacité du Bénin à faire le rapportage des données et on a impliqué donc 5 formations sanitaires de différents niveaux de notre pyramide sanitaire et on s'est bien rendu compte que le Bénin collectait quand même certaines données. Voilà les données qui étaient collectées essentiellement. Et ces données, cette collecte aussi montre que le Bénin dispose de ressources solides pour pouvoir améliorer la collecte des données de réadaptation et assurer aussi son suivi. Et ces données ne permettaient pas du tout de calculer les données, les indicateurs de réadaptation de l'OMS et donc de pouvoir interagir au plan international. Et donc, après cette première étape, nous avons donc, à travers un atelier consensuel, défini une liste d'indicateurs que le Bénin a bien voulu choisir. Et vous voyez en image une image de cet atelier. Nous avons donc choisi, le Bénin a choisi 11 indicateurs parmi les 15 indicateurs proposés par l'OMS. Ensuite, nous avons rédigé le guide de définition de ces indicateurs-là dans un document où ces indicateurs sont définis et les différentes caractéristiques sont décrites par les cadres du ministère de la Santé, de Handicap International et les différents acteurs de la réadaptation qui sont impliqués. En dehors de ce guide donc, de définition, nous avons également élaboré les outils de collecte primaire et secondaire que vous voyez au niveau du quatrième point. Et ces outils ont été donc validés en faisant une collecte préliminaire afin de permettre de corriger les différentes erreurs qu'on pouvait y retrouver. Il y a eu effectivement quelques corrections qui nous a permis finalement de faire la validation de ces outils de collecte au niveau du point 5. Et au niveau de la 6e étape, pardon, nous avons donc rédigé le guide de remplissage de ces outils-là pour permettre aux différents acteurs qui vont les remplir de pouvoir avoir une main courante au cas où ils ont des questions à se poser. Et ensuite, ce n'est qu'après tout ceci que les outils ont été mis dans la base électronique de DHIS2 du Bénin. Et par après, donc, voilà. Par après, donc, je disais que nous avons fait une collecte de données avec les outils et réajusté donc les différents outils. Puis, nous avons procédé à la formation par vague de tous les acteurs
des professionnels de la réadaptation, essentiellement, au moins un professionnel a été formé dans tous les centres publics et certains du secteur privé, accompagnés des statisticiens de leur zone sanitaire ou des départements, des directions départementales de la santé dont il dépend. Puis, la collecte routinière des données a démarré. Donc, on va aller un peu vite. Les différents acteurs qui ont été impliqués sont 3 directions techniques du ministère de la Santé et tous les professionnels de la réadaptation, évidemment, les partenaires, notamment Handicap International, ENABEL et l'OMS. En termes de résultats, nous avons au jour d'aujourd'hui 64 éléments de données qui sont collectés par le DHIS2, ce qui permet de calculer les indicateurs de l'OMS et de pouvoir prendre des décisions au quotidien. 98 professionnels ont été formés. 18 professionnels ont été formés. Ces professionnels proviennent de 38 établissements prodiguant des soins de réadaptation. Et parmi eux, 10 centres ont déjà pu bénéficier de l'appui technique de l'appui de Handicap International qui les a dotés donc du pack informatique. Et les supports des outils primaires et de secondaire de collecte des données ont été mis à la disposition de ces structures pour 1 à 2 ans. Et quand on arrive au niveau du tableau de bord, aujourd'hui, au niveau de notre DHS2, la fenêtre de la réadaptation s'affiche et on peut bien pouvoir extraire certaines données et donc interpeller des professionnels, éventuellement réfléchir et prendre des initiatives. Les défis auxquels nous avons été confrontés sont surtout la formation et le recyclage des anciens professionnels, la formation des nouveaux et le recyclage des anciens professionnels de la réadaptation en matière de codage de la CIM et de la CIF. Il faut également pouvoir reproduire les outils de collecte de données pour la pérennité de cette collecte et ensuite doter les différents services de matériel informatique et digitaliser donc ces outils qui facilitent donc l'établissement des rapports mensuels par la suite. Quelques initiatives ont été quand même mises en place par nous pour pouvoir surmonter ces défis. Nous avons mis en place un forum WhatsApp interactif et nous organisons chaque mois une réunion en ligne avec les différents professionnels impliqués, les professionnels de la réadaptation et les statisticiens qui ont été formés pour s'enquérir des nouvelles et des différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Nous avons également organisé une réunion en ligne avec les différentes équipes de gouvernance des hôpitaux afin qu'ils puissent s'engager et accompagner donc les équipes dans la collecte de ces données-là. Et évidemment, comme je le disais, nous avons pu doter quelques structures de packs informatiques pour faciliter les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en tant que message à chose? Nous proposons aux pays qui veulent s'y lancer de commencer progressivement et de ne pas aller à un nombre très important d'indicateurs. Il faut rester autour de 6 et de sélectionner un nombre raisonnable de niveaux de désagrégation parce que c'est très complexe la collecte des données par après. Ensuite, il faut impliquer tout au long du processus du début jusqu'à la fin toutes les parties prenantes, notamment les gouvernants, l'OMS pour son appui technique, les professionnels de la réadaptation, les statisticiens qui vont saisir ces données-là et les équipes au niveau central, au niveau du ministère de la Santé en charge des systèmes d'information afin de pouvoir traiter ces informations. Il faut prévoir de développer donc un programme de suivi-évaluation pour permettre donc de continuer à monitorer le système. Si c'est possible, de digitaliser d'avance les outils primaires et secondaires et d'engager les politiques et de les mobiliser tout le temps pour accompagner cette intégration des données de la réadaptation dans le DHIS2. Évidemment, il faut avoir des partenaires sur le plan technique et il faut avoir aussi des partenaires sur le plan financier, notamment l'OMS, Handicap International, ENABEL et le CICR qui nous accompagne dans la mise en œuvre de notre programme de réadaptation. En conclusion, je dirais tout simplement que l'intégration des données de réadaptation dans les systèmes d'information sanitaire nationale demande l'implication de toutes les parties prenantes qui doivent être associées tout au long du processus. Et avoir des données disponibles permet de prendre des décisions avisées et de
d'améliorer la qualité des soins et services que nous pouvons prodiguer à nos populations. Et je vous dis merci. Merci beaucoup, cher ami, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour renforcer la réadaptation dans votre pays. I will try to summarize his presentation. So since 2019, Benin has been actively involved in the implementation of the Rehabilitation 2030 initiative, starting with the assessments and development of the strategic action plan in the country. And Benin is now in the implementation phase, including the integration of rehabilitation data into the National Health Information System. With the financial support from technical partners in ABEL, through the humanity and the inclusion and technical assistance from WHO, all steps for integrating rehabilitation data in the national system have been developed. The final step is ongoing and essential to ensure data quality. Key messages: start progressively limiting indicators to 6 per country, ensure manageable level of data, and establish regular formative supervision to maintain data quality over time, and plan for digitalization of data collection tools. Thank you so much. Now we move to the presentation from Tanzania to learn from their experience in the development of a strategic action plan. Our next rehabilitation this station will achieve each objective. Yeah, hello, my name is Amari Fari, National Rehabilitation Service Coordinator from Minnesota, Tanzania. In today's session, I will take you through integration of rehabilitation services in Tanzania. Abdrazak, there's an issue with the sound. So, Abdulrazak, I think you have to progress the slide and then also click on that audio tab
for each slide separately. Yes, we can move to the next speaker and we can fix this technical issue. So the next speaker, it will be from Benin, from Burundi, sorry, Dr. Olivier Jada. He will talk about the strengthening workforce rehabilitation in the country. Olivier. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'essaye de partager ma... Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Voilà. Donc, je vous remercie de bien vouloir m'accueillir pour cette présentation qui va parler de l'action collective pour le renforcement, pour la formation des ressources humaines de la réadaptation à travers l'expérience du Burundi. Donc quel est le défi à rencontrer? C'est que la réadaptation, c'est un composant essentiel de la couverture sanitaire universelle et une part totale, inclusive du continuum de soins, comme on le voit sur ce schéma. Elle est essentielle pour la participation dans la vie sociale des personnes qui ont des handicaps ou des limitations fonctionnelles. Mais quel est le problème? C'est qu'à travers le monde, 2,4 milliards de personnes ont besoin de réadaptation, mais qu'une petite minorité y a accès selon ce que nous dit l'OMS en 2023. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Eh bien, il faut évidemment renforcer la réadaptation dans les systèmes de santé, et c'est tout le contenu de la stratégie réadaptation 2030 de l'OMS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie réadaptation 2030 de l'OMS? Elle consiste justement à renforcer les 6 piliers de la réadaptation à l'intérieur du système de santé. Ces 6 piliers étant la gouvernance, le financement de l'offre et de la demande de soins, le renforcement des ressources humaines de la réadaptation, le renforcement des infrastructures et du réseau de services de réadaptation, et puis, comme on vient de le voir à travers la présentation du Bénin, le renforcement de l'information sanitaire et de la recherche en réadaptation, et enfin, l'accès aux technologies d'assistance. Voilà les 6 piliers principaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Burundi? Quelle est l'expérience du Burundi par rapport à cela? C'est que depuis 2011, avec mon organisation APF, nous appuyons un programme de développement de la médecine physique de réadaptation dans le système de santé, donc renforcer la réadaptation dans le système de santé du Burundi. Et donc c'est un partenariat tripartite entre 3 acteurs, le chef de projet, le maître d'œuvre qui est le gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique, des acteurs belges, c'est-à-dire l'organisation belge APF et le gouvernement belge qui apportent leur expertise technique et financière, et enfin la société civile du Burundi, l'ONG nationale Côte, qui apporte aussi un gros apport technique et financier, mais surtout une très grande flexibilité de mise en œuvre du programme. Mais ce partenariat s'ajoute au support d'universités étrangères non burundaises qui sont l'université d'Abomey-Calavi à Cotonou au Bénin, et puis l'université catholique de Louvain, l'université libre de Bruxelles et l'université de Hasselt, qui sont 3 universités belges. Alors, quelle est la stratégie de ce programme d'appui au développement de la réadaptation? Il faut savoir que c'est un processus à long terme. Nous avons une théorie du changement qui s'étale sur 20 années et qui se focus jusqu'à présent sur les 5 premiers piliers du développement de la réadaptation, que sont la gouvernance, le financement, la formation des ressources humaines, les infrastructures et l'information sanitaire. Mais parmi ces 5 piliers, le 3e pilier, formation des ressources humaines, est vraiment au cœur de la stratégie de notre programme d'appui au développement de la médecine physique réadaptation. Alors, quels sont les professionnels que nous formons au Burundi? Eh bien, ce sont essentiellement les kinésithérapeutes.
Pourquoi les kinésithérapeutes? Parce que d'abord, ce sont les plus nombreux parmi les 5 professions principales de la réadaptation médicale. Et il faut savoir qu'en 2011, quand nous avons commencé le programme, il n'y avait que 5 kinésithérapeutes seulement au Burundi, ce qui fait qu'il s'agissait vraiment d'un besoin tout à fait prioritaire. Mais on a aussi, bien sûr, Hi all, apologies, we lost the audio. Olivier, je pense qu'il faut activer le micro. Olivier, elle est déconnectée? OK, on attend de résoudre ce problème technique. Nukba, can you try to start the video of the presentation from Tanzania from your side? Sure, sure. Thank you. Right. Can you confirm if you're able to see the slide deck? Yeah. Yeah, we can see the slide. Okay. So we will start. And can you hear the audio? Not No. yet. Okay. Let me try again. je vous ai retrouvé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ce sont Okay. les aléas de la connexion Internet. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Non, non, on continue. Alors, je vous repartage Oui. la présentation. C'est les barrières de l'environnement en Afrique. Arrivés... Voilà. Ben oui, c'est ça. Hein. Ce sont les aléas de la connexion Internet. Nous avons un gros orage qui s'approche de Bujumbura. Et donc, ça a dû déconnecter l'Internet. OK. Est-ce que je continue? Oui, bien sûr. Donc, je reprends la diapositive sur laquelle nous étions arrêtés. Donc, quelles sont les professions de la réadaptation que nous renforçons au Burundi? Ce sont les kinésithérapeutes qui sont les plus nombreux parmi les 5 principales professions de la réadaptation. Et il fallait savoir que en 2011 au Burundi, il n'y avait que 5 kinésithérapeutes diplômés présents disponibles. Donc, c'était vraiment un besoin prioritaire, mais on doit aussi dire que nous avons besoin des autres professionnels de la réadaptation, que sont les médecins spécialistes en réadaptation, les orthoprothésistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, qui, eux, n'existent pratiquement pas aujourd'hui au Burundi. On n'a que des kinésithérapeutes et 3 ou 4 orthoprothésistes, c'est tout. Alors, comment est-ce que nous avons formé les kinésithérapeutes burundais? Alors, il y a eu plusieurs phases, et la première phase a commencé en 2008 par la formation d'un premier groupe, d'un noyau de 14 kinésithérapeutes de très bon niveau qui ont été sélectionnés parmi les tout meilleurs diplômés du secondaire et qui ont été formés à Cotonou, au Bénin, à l'école supérieure de kinésithérapie. Et cette école, elle a été créée en 2000, comme l'avait dit le professeur Faton avant moi.
avec le support de la même organisation belge APF, l'Université catholique de Louvain et l'organisation Wallonie-Bruxelles internationale. Parmi ces 14 diplômés, il y en a 8 qui ont terminé plus tard un master à l'Université catholique de Louvain. Et parmi ces 8 gradués master, il y en a 6 qui sont en train de faire ou qui ont déjà complété un doctorat à cette université de Louvain, ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles, à l'Université de Hasselt et même en Chine. Ensuite, la deuxième phase, à partir de 2016, a consisté à créer un centre national de référence en kinésithérapie à Bujumbura, au CHU de Bujumbura, qui est, comment dire, développé, mis en œuvre par tous ces kinésithérapeutes formés au Bénin, et qui est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique, mais qui est géré par l'ONG nationale Côte depuis son ouverture à travers un système de partenariat public-privé. On y délivre des soins d'excellence et on y soigne environ 100 personnes par jour. C'est donc un centre national de référence pour les soins cliniques et pour la formation pratique. La troisième phase a commencé en 2019. Nous avons créé à Bujumbura la première école de kinésithérapie, la filière de formation en kinésithérapie et réadaptation. Elle a été créée à l'Institut national de santé publique de Bujumbura. Cet Institut national de santé publique est également un institut qui est sous la tutelle du ministère de la Santé publique et qui forme tout le staff paramédical du Burundi. Le curriculum de l'école est au niveau baccalauréat et il a été élaboré avec l'appui de l'Université catholique de Louvain. Le centre principal de stage, c'est le Centre national de référence en kinésithérapie que vous avez vu dans la slide précédente. Il forme 20 étudiants par promotion et jusqu'à présent, nous avons formé en 2025 76 diplômés, dont 90% ont un emploi de kinésithérapeute. Et ce centre, cette école organise également régulièrement des sessions de formation continue pour le personnel déjà diplômé. Alors, ça nous a permis de passer à la phase 4, qui est le développement d'un réseau national de services de kinésithérapie. Il faut savoir qu'en 2011, il n'y avait que 8 endroits où on pratiquait la kinésithérapie au Burundi, qui apparaissent sur la carte que vous avez à la droite de l'écran. En 2025, nous sommes passés à 53 services de kinésithérapie à travers tout le pays. C'est donc un cercle vertueux qui s'est installé, puisque nous avons maintenant, grâce à la présence de l'école, beaucoup plus de professionnels disponibles. Et puis, cela provoque une meilleure prise de conscience parmi la population et aussi parmi le personnel de santé en général, et donc une demande croissante pour des soins de réadaptation. Par conséquent, face à cette demande, les hôpitaux créent davantage de services de kinésithérapie et les compagnies d'assurance, les mutuelles qui existent, commencent à rembourser les soins de kinésithérapie dans leurs prestations et ces soins deviennent donc de plus en plus accessibles au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Et puis, face à cette augmentation de la demande et de l'activité, le ministère de la Santé demande qu'on collecte des données par rapport à ce qui se passe et il y a des recherches qui sont menées sur des sujets de réadaptation. Les statistiques et les preuves qui sont produites à travers ces collectes de données et ces recherches encouragent alors le ministère de la Santé et ses partenaires à développer davantage des soins de réadaptation dans le système de santé. Quelles sont les leçons apprises par rapport à cette expérience? D'abord, c'est que le développement de la réadaptation, c'est un processus à long terme qui est basé sur les 6 piliers de l'OMS que nous avons vus. Mais parmi ces 6 piliers de l'OMS, l'aspect formation des ressources humaines est vraiment prioritaire. Pourquoi? Parce que la disponibilité d'une main-d'œuvre correctement formée stimule les progrès sur les autres piliers du renforcement de la réadaptation. Ça stimule le financement
du réseau de soins, on l'a vu, hein, les hôpitaux sont tentés de développer de nouveaux services parce que les ressources humaines sont disponibles. Ça stimule la couverture par les compagnies d'assurance existantes parce qu'il y a une demande de soins et donc elles sont tentées de répondre à la demande de leurs clients. Il y a une meilleure collecte des données en réadaptation par le ministère de la Santé. Il y a des travaux de recherche qui sont menés en réadaptation et par conséquent, il y a de plus en plus une meilleure gouvernance de la réadaptation par le ministère de la Santé publique. Les conclusions, c'est que l'investissement dans la formation des ressources humaines doit commencer très tôt dans un programme de développement de la réadaptation et ça requiert une action collective. Si on le voit à travers l'expérience du Burundi, il y a d'abord eu un transfert de compétences sud-sud au niveau baccalauréat depuis l'université d'Abomey au Bénin. Ensuite, on a dû sélectionner un institut burundais de formation des ressources humaines de la santé pour accueillir la nouvelle école de kinésithérapie. Ça a été l'Institut national de santé publique de Bujumbura. On a ensuite procédé à la formation des formateurs de cette école de kinésithérapie au niveau master et on a procédé au développement d'un curriculum pour l'école de kinésithérapie et on a organisé des missions de formation continue et de formation initiale. Et ça, c'est l'Université catholique de Louvain en Belgique qui a été le principal appui technique par rapport à cela. Et là, nous en sommes à la formation des chercheurs au niveau doctorat et au développement de capacités de recherche à cette école de kinésithérapie. Et là, c'est cette Université catholique de Louvain, Université de Hasselt et Université de Libre de Bruxelles qui sont en train d'unir leurs efforts à ce côté-là. Il y a donc une action collective pour la formation, on le voit à travers toutes ces interactions, qui s'étale sur une durée d'environ 20 années. Voilà. Donc ça conclut cette présentation et je vous remercie de votre attention. Thank you, Olivier Jadin, for your involvement in the development of rehabilitation in Burundi and any other countries in Africa. So to summary, in Burundi, a national program has been implemented since 2011 to integrate rehabilitation into health system. The program is built on partnership between the Burundi government, Belgium Development Cooperation, non-governmental organizations and academic institutions. A central strategic decision was to prioritize investments in workforce, rehabilitation workforce for health. Capacity development followed a phased approach, international training, establishment of a national center, creation of a national school, and academic development. Results have been significant. We lost you, Abdurazak. Can you hear me? Yes, we can hear you. Great. So workforce training has generated a great effects across the system, health system, strengthening services delivery, financing data systems, and research and governance. In the conclusion, the development of rehabilitation is long-term collective process in which workforce training is the primary scalable and replicable lever. Thank you so much, Olivier, for your presentation. Now we finish with the last presentation from Tanzania, and it will be presented by Dr. Nukba Zia. Nukba, can you share your screen, please? Yes, absolutely. Nukba, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Okay, perfect.
And can you confirm if you can see the slides? Yes. Can you put the full? Great. Thank you. Okay, perfect. So I am going to be presenting the slides for our colleagues from Tanzania. Our colleague Emran Saho represents the National Rehabilitation Center, Rehabilitation Service Coordinator at the Ministry of Health. What I'm presenting on their behalf is the strategic plan that was developed in Tanzania, which was basically implemented for the years 2021 to 2026. And they had focused on 4 different objectives. The first one they had was focusing on the rehabilitation leadership, planning, as well as generation of evidence. And as a result of this effort, they have been able to integrate, they have been able to establish a rehabilitation health management information system, which is integrated into the electronic medical record systems within the country. And this rollout started in 2022 and is going to continue through 2026. The second key aspect that they had focused on was the increase in the availability of rehabilitation services and expanding the financial packages to ensure the issue and the gap around financial access. And as a result of that, they had focused on ensuring that these accesses are focused on primary care services. And as a result of that, and as the implementation of the strategy has been taking place, they are able to implement in about 90 public facilities where primary care services are available, the package around implementation of basic package of rehabilitation. And previously, it was a far less number compared to what they currently have. And this is an ongoing effort which they're working towards. Their third objective was to strengthen and to expand the rehabilitation workforce. One of the priority areas at the regional level as part of the strategic plan is to ensure that 60% of the countries have a basic package of rehabilitation implemented as part of the primary care work streams. So Tanzania is one of the early adopters. They took on this package in 2024 and worked very closely with WHO in the implementation of this package. This was rolled out in and the training was done with 16 non-rehabilitation providers across a couple of councils, and the training was conducted over 2 weeks consecutively. As a result of that training, the providers were, were provided with hands-on training, and each provider that was trained was given, was assigned to a mentor who was a rehab professional from one of the regional hospitals. As a result of that, they were able to bring together not only a resource, but also to provide the primary care providers with a linkage to rehab professionals so that they can be supervised as per the need. And this is now undergoing monitoring on the continuous basis. In addition to the workforce capacity development, the data aspect, they had also focused on assistive products. So the fourth strategy they had as part of the rehabilitation strategy was to increase the access and provision of assistive products. And as a result of that, in 2025, they have prepared a national priority list of assistive technology, which comprises of 160 products. And these are aligned with the WHO priority list of assistive products. So these are 4 main areas that the country has been focusing on and are moving towards, taking steps towards in implementation of these strategies. And what's critical to note is that rehabilitation is not taken just on its own, but also to see that how best rehabilitation and assistive products and assistive technology can be brought together to address the needs of the people in Tanzania. So these country level initiatives are really helping bring those lessons from the country and not only for them to scale, but also for the neighboring countries. I will now hand it back to Abdulrazak. Thank you so much.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, il y a eu le partage de l'expérience de Tanzanie sur son plan stratégique par rapport à l'implémentation de la réhabilitation. C'est un plan qui a démarré 2021-2026 et qui s'est articulé sur les principaux 4 points. Le premier sur le leadership et le développement des informations avec un objectif 2026. Le deuxième point, c'est l'implémentation et donc l'augmentation de l'accès à la réhabilitation et la création de services dans les santé de base, l'accès dans les systèmes de base et donc système de santé primaire avec 90 implémentations jusqu'à 2025. Le troisième point, c'est le renforcement de la formation des professionnels, donc avec un projet qui, en 2024, a concerné 16 staffs avec 2 semaines de formation. Ce qui est intéressant dans ce type de formation, c'est qu'il y a eu un jumelage avec un mentor pour chaque bénéficiaire, ce qui permettait d'avoir une continuité dans cette formation-là. Et à chaque fois qu'il y avait un besoin ou une question ou des choses à poursuivre, il y avait ce mentor qui assurait au-delà de ces 2 semaines une formation qui est continue. Et puis, le travail sur l'accessibilité à certaines techniques et qui ont été appuyées justement par l'OMS, sachant que l'OMS, selon un checklist de priorités technologiques. Donc, essentiellement, c'est un travail qui est en train de se faire par rapport aux besoins de la réhabilitation en Tanzanie, par rapport aux accidents de la voie publique, par rapport aux pathologies contagieuses, mais aussi les pathologies chroniques qui restent très pourvoyeuses de patients avec des besoins en réhabilitation. Donc maintenant, on va passer à nos chers panélistes de l'Algérie avec professeur Boukara Zouhir, qui est le président de la Société de médecine physique d'Algérie, pour nous aussi partager un petit peu l'expérience et ses échanges par rapport à l'implémentation de la réhabilitation en Algérie. Également, on invite notre ami de Cameroun, Dr Kambou, du centre de la promotion de la réhabilitation, Dr Alfari Abdelaziz du Niger et Dr Maury Tognon de Humanité et Inclusion au Bénin. So for the panel discussion, we have 4 invited speakers. From Algeria, Professor Boukara Zouhir. From Benin, Professor Dr. Mauril Tagnon. From Cameroon, we have Dr. Symphorien Kambo. And from Niger, we have Professor Alfari Abdelaziz. So we will take one question for each panelist. The first question to Professor Boukara: what worked, what didn't in your country? What is one approach that works well in integrating rehabilitation and why? What is one that did not work and what was the main reason? Alors, la première question à Professeur Boukara: qu'est-ce qui a marché et surtout qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre pays? Quelle est l'approche qui a bien fonctionné pour intégrer l'intégration, la réadaptation et pourquoi? Then 1 minute. 1 minute. In French, Bon. 2 minutes. 2 minutes en OK. Donc, voilà. L'Algérie a été bien en avance, je pense, par rapport à d'autres pays. Elle a bien avancé depuis 1962 jusqu'à les années 80. On a instauré des structures, donc le développement sur la base de structures
de santé dédiés à la médecine physique et de réadaptation. Et puis, nous avons bien, depuis les années 90, on a vu proprement, on a vu venir ce qu'on a, la MPR venir avec des professeurs et des chefs de service. Donc, sur le plan académique, nous avons eu des maîtres assistants et des profs en MPR depuis les années 90. Donc, sur le plan universitaire, on a eu beaucoup de promos jusqu'à à ce jour. Donc, on est presque 700 hospitalo universitaires et 200 médecins MPR dans le libéral, dans les structures en privé. Mais au total, l'Algérie compte 1400 médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation. Il y a presque la moitié qui est à l'étranger, notamment en France. Les choses qui n'ont pas été réellement enfin, qui manquent, c'est la proximité. La MPR en Algérie a failli à ce jour ne pas être à la proximité ou à proximité des patients par des unités de proximité au niveau des EPH. Donc, il y a un manque, on commence à revoir ça. Voilà. Thank you, Professor Bokra. The most important thing in Algeria, with the long history of developments of rehabilitation in the country and more strong rehabilitation workforce with more than 1,400 specialized in rehabilitation, physical and rehabilitation medicine. Thank you so much. The next question to the next panelists. In one sentence, what key factor in your context made the difference or remain barrier? To the Dr. Tegno from Benin. La question, c'est très rapidement, contexte et adaptation. Quel est le facteur du contexte qui a fait la différence dans votre pays? Merci. Ce qui a fait la différence, moi, en me concentrant donc d'abord sur l'introduction des données de la réadaptation dans le système de santé dans les DHS2, ça a été le fait que cette activité soit déjà inscrite dans le plan national donc, de développement de la réadaptation. Et HI, Handicap International, où j'interviens, c'est une des priorités de pouvoir intégrer donc, la réadaptation dans le système de santé. Et le fait que c'est déjà dans le plan quinquennal, nous nous sommes accrochés à cela pour pouvoir accompagner le Bénin dans l'introduction des données de la réadaptation. Et pour le contexte du Bénin que je connais, je pense que l'élément clé du développement de la réadaptation, c'est les ressources humaines, notamment donc l'école supérieure de kinésithérapie, les kinésithérapeutes qui ont été formés au Bénin, et aussi donc depuis 2017, l'ouverture de la formation des médecins spécialistes de médecine physique et de réadaptation. Et au niveau du ministère, les deux ministères de la Santé et de l'enseignement supérieur sont à pied d'œuvre pour mettre en place très récemment et très prochainement donc une formation d'ergothérapeutes et d'orthophonistes aussi sur le Bénin. Et ça nous permettra d'avoir donc assez de professionnels de la réadaptation pour une meilleure prise en charge de nos populations et surtout pour faire avancer la réadaptation au Bénin. Merci. Thank you so much. The most important thing in Benin is the integration of the development of rehabilitation in the strategies and the plans in the country, and the development of rehabilitation workforce, development of different profile of rehabilitation, OT, doctors, and PT, etc. Thank you so much. The third question to Dr. Kambo Sanforian from Cameroon. What help most workforce financing or governance? Why? Or what was the biggest challenge in integrating rehabilitation into primary healthcare in your country? Qu'est-ce qui a le plus aidé les ressources humaines, le financement ou gouvernance? Et quel était le principal défi pour intégrer la réadaptation?
Merci pour la question. Dans le contexte du Cameroun spécifiquement, la réadaptation est en cours de développement parce qu'elle était initialement ou bien historiquement reléguée au niveau du ministère des Affaires sociales, mais maintenant, le ministère de la Santé publique, grâce au plaidoyer de l'Organisation mondiale de la santé, est en train de reprendre la main sur le domaine de la réadaptation, notamment avec l'évaluation de la situation qui est en cours de préparation dans le pays. Donc concrètement, par rapport à ce qui se passe en termes de la gouvernance, comment est-ce qu'on intègre la réadaptation dans notre pays? Il faut savoir qu'effectivement, beaucoup de choses n'ont pas encore pu être faites parce que la structuration, l'organisation n'est pas encore mise en place. Mais ce qui est important, c'est le rôle clé que les acteurs doivent pouvoir jouer pour pouvoir arriver au développement de la réadaptation dans notre système de santé. Donc, je prendrai juste un exemple pour illustrer cela. C'est l'action que nous avons menée avec succès pour l'intégration de la réadaptation dans le 5e forum sur la gestion des urgences de santé publique au Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les urgences de santé publique, c'est une problématique qui est importante pour les décideurs. Voilà. Donc, nous avons donc pour la première fois réussi à intégrer une session, un symposium de 1h30 sur les principes, l'importance et les challenges de l'intégration de la réadaptation dans la gestion des urgences de santé publique au niveau du Cameroun. Donc, c'est un succès que nous avons pu obtenir grâce notamment à la collaboration entre différents acteurs au niveau national, nous qui étions sur le terrain pour pouvoir implémenter le sujet, également grâce au soutien à la fois des organisations nationales, notamment le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées du Cameroun et également d'autres partenaires comme le CICR ou bien la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui sont présentes au Cameroun, mais également avec l'appui des organisations internationales comme ISPRM, à travers laquelle Professeur Abderrazak a pu venir au Cameroun pour pouvoir participer à cet important forum. Et ça nous a donné la possibilité de continuer le plaidoyer au plus haut niveau des autorités sanitaires du ministère de la Santé sur cette problématique spécifique de la réadaptation dans les urgences, parce qu'effectivement, il y a une opportunité présentée. Donc, le plus gros challenge pour nous, simplement, c'est parfois la réadaptation n'est pas toujours intégrée dans les documents stratégiques, parce que nous ne sommes pas à la table de là où les choses se décident. Mais je pense qu'effectivement, avec les efforts qui ont été consentis et le plaidoyer que nous avons commencé à faire, nous avons bon espoir que cela sera amélioré dans les prochains mois et dans les prochains jours. Merci. Tu peux résumer en anglais? Oui. 10 secondes. Okay, thank you so much. Regarding integrating rehabilitation in health system in Cameroon, we face a lot of challenges, but the good news is that there's a hope because there are some key or some important activities that we carry out in the country, especially recently by integrating a session on rehabilitation in health emergency during the 5th edition of the International Forum of Health Emergency Management organized by the Ministry of Health of Cameroon, thanks to the support of WHO AFRO team, KRATs, and the rehabilitation team from AFRO, ISPRM support also, and also the support from national organization in the country. So the tricky message that I would like to bring to your attention is that we need to take advantage of all the useful opportunities to bring rehabilitation at the table of discussion, especially when policymakers are involved in the discussion. So this is what was very interesting with this event that we held. Maybe Professor Abderrazak could also say a word regarding this. And the collaboration is key. We need to network with different actors and involve them in this strategy for pushing rehabilitation at the table of discussion. And lastly, funding is really important. We can have all the ideas, but if you don't have enough funding, we don't have enough funding to foster the action or to transform the ideas into concrete action, we should have a critical issue. So these are the three key take-home messages that I would like to share regarding the experiences
we Thank had in you. Cameroon. Thank Thank you. you, Symphorien. For the next question to Professor Alfari Abdulaziz. One example only, what is one innovation that's made a real impact in your country? Une question. Un exemple concret, quelle est l'innovation qui a réellement eu un impact dans votre pays en termes de réhabilitation? Merci beaucoup. Et au Niger, il faut rappeler que c'était en 2020 que je suis rentré en tant que premier médecin rééducateur. Donc avant mon arrivée, c'était les kinésithérapeutes qui officiaient dans le domaine de la réadaptation. Mais dès mon arrivée, quand j'ai intégré un hôpital, donc du coup l'hôpital a été transformé d'un service de kinésithérapie à un service de médecine physique et réadaptation. Et du coup, tout de suite, les patients, les médecins, les collègues médecins ont remarqué un grand changement dans la prise en charge des patients. Donc, ce qui a été le point de départ. Et quelques mois après, j'ai été recruté à l'université Abdou Moumoun de Niamey en tant qu'enseignant pour donner des cours sur la médecine physique et réadaptation. Et là, les étudiants, quand ils ont vu le cours, donc les étudiants aussi ont contribué à sensibiliser la population qu'il y a une spécialité dont son approche est différente des autres approches. Et c'est cela qui nous a amené que, donc de parole en parole, l'information est montée jusqu'en haut, ce qui fait qu'avant la fin de la deuxième année, le ministère de la Santé publique a commencé déjà à programmer des médecins généralistes pour aller se spécialiser en médecine physique et réadaptation. Donc aujourd'hui, par l'acceptation de ce même ministère, nous avons eu à créer une filière de kinésithérapie au sein de la faculté de médecine donc de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc en quelque sorte, voilà, c'est vraiment parfois la performance donc, des animateurs de la profession qui font en sorte que cette profession soit connue et soit promise. Voilà ce que je peux vous dire. Tu peux traduire en anglais en 10 secondes? Yes, of course. In a rehabilitation field, I took the history of rehabilitation start at 2020 in Niamey, au Niger, when I finished my training in Morocco and I come back to my country. The first stage that we have done is to transform the PT unit to a physical medicine and rehabilitation department. So due to the improvement of the result of the patient that we take care of, so our colleague doctors and other students remark that this specialty have its own approach, and this approach is very better than the other. So this information get higher to the policymaker doors. So they decided to send a general practitioner to be specialized in PE physical and rehabilitation field. And also they allowed us to open the training of the PT in the Faculty of Health at the University of Niamey. So, thank you. Okay. Thank you so much. So the final question to the panelists, one key messages for African countries. Pour tous nos chers panélistes, un message clé. Oui, je peux dire un message clé, c'est que soit en Algérie ou en Afrique, on a le travail académique, par exemple en Algérie, on a les structures hospitalo-universitaires, on a les professeurs, on a les spécialistes, on est même impliqué dans la formation du paramédical, psychomotricien, ergo et kiné à grande échelle, on est même des responsables de pôle, on a tout ça. Mais qui nous manque en Algérie, qui manque même en Afrique, c'est d'être à proximité du patient et d'être dans ce qu'on appelle les structures de soins primaires.
C'est l'objectif et qu'il faudrait le mettre en avant pour permettre à tout patient d'avoir un accès aux soins de réadaptation le plus facilement possible. D'accord. Donc, Algeria is strong by different academic institutions, rehabilitation facilities, long experience, but we need to move from policies to implementation to improve the quality of life of our patient. Thank you so much. The next panelist. Oh, okay. Thank you for giving me the floor. I think for me, the key points of how we can improve rehabilitation at the level of Africa globally, it's collaboration. I think that collaboration is key because the weakness of one country could be supported by the forces of one another country. So that is really important. And this is the key lesson that I've learned from the experience that we have in Cameroon. So alone, we can have a lot of difficulties, but with the support of some colleagues and so on, we can achieve great things with maybe less input. So this is my key word. Collaboration is key. Thank you. Donc, un mot-clé, c'est la collaboration et le networking. Et la collaboration pour parfaire la rééducation en Afrique, je pense qu'on ne peut passer que par une seule voie, axée sur la formation de qualité des ressources humaines, c'est-à-dire former plus de médecins rééducateurs de qualité. Une fois que les médecins rééducateurs sont formés, ils sont obligés d'enseigner dans les universités dont ils ont formé d'autres, ils sont obligés de restructurer donc les hôpitaux et à ce moment, la rééducation va se développer facilement. So the key messages from Niger is the quality of education and investing in the quality of education to improve the rehabilitation services and the quality of the management of patients. The last panelist. Merci. Je ne vais pas répéter les autres. Je pense que ressources humaines de qualité pour la réadaptation, c'est important. Mais je dirais aussi, ce qui est aussi très important après de bonnes ressources humaines, c'est de pouvoir collecter des données fiables sur la réadaptation. Et donc, dans la présentation, on a vu qu'il n'y a que 8 pays qui ont intégré la réadaptation en Afrique. Il faut qu'ils puissent avoir beaucoup plus dans le système de santé. Intégration donc des données pour avoir des données fiables et ça nous permettra de pouvoir prendre des décisions politiques adaptées pour le développement de notre sous-domaine réadaptation. Merci. In English, I can say we cannot develop rehabilitation in Africa without reliable data collection information. Donc, we need to collect data to insert the rehabilitation data in our national health system information. Thank you. Permettez-moi de passer la parole à professeur Fatma Zahra Ben Salah pour nous parler de l'expérience tunisienne dans le développement de l'accès aux soins de première ligne. Merci, professeur Miri. Je voudrais partager notre expérience en Tunisie dans les années, on dirait 94-95. Donc, on était très peu de médecins. À l'époque, je pense qu'on devait être 20 médecins rééducateurs. Donc, il était évident que c'était très insuffisant pour tout le pays. Et la Tunisie, elle est organisée sur le plan de santé. Donc, on a la santé de base avec les dispensaires qui sont dans tout le pays distribués pour l'accueil de la médecine, puis le deuxième ligne et troisième ligne. En fait, la médecine de rééducation et la médecine physique se retrouvent en troisième ligne et donc elle est là pour les choses les plus importantes, les grandes évaluations, les gros malades. Et donc, à cette époque, la réflexion était de trouver une solution et je pense que c'était une excellente solution.
le ministère des Affaires sociales, à l'époque, a lancé un projet qui s'appelait de mettre en place des URR. Ça s'appelait des unités régionales de réadaptation. Donc, ces URR étaient implantés à l'intérieur du pays, assez proches des consommateurs, en fait. Cette URR, il y avait un médecin généraliste, deux ou trois kinés, ça dépend de la capacité. Il y avait un éducateur spécialisé et un psychologue. Alors, cette URR, elle avait le rôle, bien sûr, de prendre en charge les enfants, surtout les enfants, plus spécialement les enfants PC, les enfants myopathes, etc. Et ils avaient un rôle très important. Ils avaient une commission qui s'appelle la Commission régionale du handicap, qui se réunissait une fois par mois et qui avait deux rôles. Le premier, donc, ils évaluaient le handicap et ils donnaient la carte de handicap. Le deuxième rôle, c'était avec l'éducation nationale. Et la commission donc évaluait correctement avec l'éducateur et tout l'enfant. Et ils décidaient est-ce que l'enfant devait rester dans le système normal ou être en centre spécialisé. Donc, c'est vraiment un système qui a très bien fonctionné. Et ça, c'est resté sous l'égide du ministère des Affaires sociales pendant à peu près 10 ans. Et puis, le ministère a dit, bon, c'était un projet, donc il a basculé au niveau du ministère de la Santé. En fait, entre guillemets, c'est vrai que les médecins, c'était des médecins généralistes. Mais tous ces médecins généralistes, et quand on a ouvert le DU à la faculté de médecine de handicap et réhabilitation des personnes handicapées, ils sont venus, ils ont fait la formation, ils sont tous diplômés avec un DU sur le handicap. Et donc, ça a très bien fonctionné. Mais en fait, après les derniers, je vais quand même donner les choses négatives qu'il faudra éviter dans le cas où on installe des choses pareilles. À la fin, quand ça devient au niveau du ministère de la Santé, l'équipe n'arrivait plus à refuser, si vous voulez, par exemple, un patient qui vient pour un diabète ou une hypertension. En fait, ils se sont retrouvés un peu envahis par la médecine de tous les jours et pas uniquement par le handicap. Mais vraiment, c'est une excellente initiative et je pense qu'elle est à réfléchir et à copier si c'est possible. Merci, professeur Ben Salah. Je pense qu'on va clôturer. Il y a beaucoup d'idées et peut-être qu'on a le temps de prendre une question. Je pense qu'il y a la session qui doit commencer. Peut-être. Voilà. S'il y a des questions, on peut tout à fait en aparté. À la pause café, on en discutera. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. On laissera décompter et très probablement à l'issue de ce congrès, à la fin, il y aura des recommandations, j'espère, et de réfléchir pour peut-être le prochain panafricain. Donc, à la fin, je tiens à remercier tous les orateurs, les panélistes qui ont animé cette session. Je remercie également le comité scientifique qui a accepté de programmer cette session. On remercie l'Alliance mondiale de réadaptation, l'ISPRM, pour leur contribution et leur support. Et on veut remercier les gens qui ont assisté jusqu'à cette heure à cette session. On est vraiment désolé parce qu'on doit libérer la salle pour la session prochaine, mais les panélistes également, toutes les questions, on peut les discuter pendant les pauses. Merci infiniment et à très bientôt, Inch'Allah. On prend une photo avec vous. On vous invite à une photo de la... Eh bien, merci à nos amis du Maroc. Merci beaucoup. En tout cas,
On a tous assisté. En tout cas, ça a été vraiment très bon, très génial. Et nous allons maintenant passer à autre chose. Et cette fois-ci, je vais appeler Dr. Sissoko. Oui, vous venez avec moi?